Bonjour à tous, ou rebonjour pour ceux qu'on a déjà vus. On va commencer, je pense. Je regarde si la caméra arrive à me cadrer. Alors bienvenue, on va parler d'un sujet totalement original cet après-midi, à savoir le risque climatique. Il y a eu pas mal d'ateliers déjà sur le sujet. L'avantage, c'est qu'il y a plein de périls, plein de catastrophes, l'inondation, la grêle. Donc nous, on va se consacrer sur la sécheresse, qui est aussi un sujet d'actualité, même avant l'été. Et pour cela, je serai accompagné donc de Alassane Ba, de la Banque Postale, de Gilles André de Risk WeatherTech et de Myriam, qui travaille avec moi chez WTW. Donc l'objectif de cet atelier, c'est de présenter tout d'abord la vision de l'assureur et les enjeux en termes de tarification, de souscription face au risque sécheresse en particulier. Ensuite, Gilles nous parlera concrètement la modélisation de ces risques physiquement et aussi des études qu'il a pu mener avec des partenaires assureurs sur les changements climatiques à venir sur les différents périls. Ça sera aussi une ouverture sur la grêle, l'inondation, etc. Et puis, en dernière partie de présentation, Myriam nous présentera une illustration de comment on peut intégrer ces données climatiques dans un processus de tarification en MRH. Sur un exemple avec des données adaptées, on va dire. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à Alassane qui va nous donner sa vision d'assureur. Merci. Bonjour à tous, Alassane Ba de la Banque Postale Assurance. Du coup, comme Nicolas l'a introduit, moi je vais me placer du côté de l'assureur pour parler un peu des impacts qu'on constate chez nous. Mais avant de parler des impacts, je vais rappeler quelques chiffres. Je vais illustrer parce que c'est toujours, je pense que c'est un graphique que vous avez pu voir par ailleurs, mais c'est très illustratif en fait d'avoir un schéma que de parler directement des impacts. Donc là, on a repris quelques informations marché, sur les évolutions climatiques. Donc, ce qu'on s'accorde tous, que ce soit tous ceux qui ont intervenu depuis ce matin, c'est l'intensification et l'augmentation de la fréquence des climatiques. Donc, ce qu'on vous a repris là, à gauche, en fait, sur l'histogramme, c'est la sécheresse depuis 2000, entre 2000 et 2022, l'évolution de la sécheresse. Ce qu'on voit avant 2016, c'était quelque chose de plutôt rare en fait. Et à partir de 2016, on observe une sécheresse qui est beaucoup plus conséquente et plus fréquente en fait. Donc là, j'ai mis un curseur, c'est pas complètement une moyenne, mais quand je regarde entre 2000 et 2015, on est sur une moyenne annuelle en fait de 300 millions. Là, on est passé à plus d'un milliard en fait par an pour le marché. Donc, du coup, en termes d'augmentation de la fréquence, c'est proportionnellement à notre part de marché, c'est ce qu'on voit en fait chez nous en fait. C'est une intensification. Sachant que, bon, certains d'entre vous le savent, on a commencé à faire l'assurance en fait en 2010. Donc, arrivé en 2010, on commence à faire l'assurance dommage avec l'historique de la sécheresse qui n'est pas celle qui est aujourd'hui en fait. Et à partir de 2016, première grosse sécheresse, deuxième, troisième, d'un point de vue personnel, en fait, en termes de provisionnement, on était sur des montants relativement plus faibles. En fait, on s'est retrouvé à revoir complètement nos provisionnements, en fait, les montants alloués en fait à la sécheresse. Donc la deuxième chose que je voulais expliquer, c'est plutôt les zones géographiques. C'est que la sécheresse reste quand même concentrée sur certaines zones géographiques. Donc on parle souvent du croissant argilé en fait, qu'on voit sur la carte qu'il y a au milieu.
Et par contre, la sécheresse récente, on la retrouve un peu plus dans le nord-est du pays. Mais la question se pose, en fait, je reviendrai sur le sujet des zoniers qui nous lie aussi avec WTW, parce que la question se pose, en fait, sur certaines communes. En dehors de la sécheresse, même si j'ai compris, on se focalise sur la sécheresse, on a quand même une forte augmentation des climatiques. Pour ceux qui le savent, 2022 a été une année exceptionnelle, à la fois sur le plan sécheresse et sur le plan climatique. Donc il y a beaucoup de programmes en fait de réassurance qui ont joué l'année dernière à cause de la grêle qui a eu, tempête et grêle en fait, qui ont eu lieu l'année dernière en fait. Donc ça c'est le premier constat. Premier constat à retenir, une augmentation de la sinistralité. Deuxième constat, compte tenu de la médiatisation des sujets et aussi de l'intensité de la fréquence, de l'augmentation de la fréquence, les pouvoirs publics ont commencé à réagir en fait. Et là, il y a eu plusieurs lois ou projets de loi, parce qu'il y a des choses qui sont en cours, qui sont venues, qui vont plutôt dans le sens de l'assurer. Et je parle de Baudu, de 3DS, et du projet du député Sandrine Rousseau en fait, qui est en cours en fait. Tout ça va dans le sens en fait de l'assurer. Quand on dit que ça va dans le sens de l'assurer, ça veut dire quand même que pour l'assureur c'est un coût en fait. Donc la CCR a communiqué quelques chiffres la semaine dernière qui évoquaient Baudu, c'est 50 millions par an. 3DS, il parlait de entre 200 et 250 millions par an en fait, d'augmentation de coûts. Donc c'est entre 15 et 20% d'augmentation de la charge sécheresse. Donc le projet Rousseau coûtera très cher parce qu'on parle aujourd'hui, ils veulent inverser en fait, c'est aux assureurs en fait de prouver que ce n'est pas de la sécheresse. S'il y a un arrêté CatNat, c'est aux assureurs maintenant de batailler pour prouver en fait que s'il y a fissure, que ce n'est pas lié à la sécheresse, ce n'est pas à l'assuré de prouver que c'est de la sécheresse en fait. Tout ça en fait combiné, augmentation de la fréquence, des évolutions réglementaires, ça a des impacts forts en fait pour nous assureurs en fait. Donc j'ai pris une liste qui n'est pas exhaustive. Je vais commencer par la souscription. Donc côté souscription, c'est fortement une dégradation des corps parce que augmentation de la sinistralité. Une question qui se pose sur la tarification, qu'est-ce qu'il faut faire? Je sais qu'il y a deux positions sur le marché aujourd'hui, la question de la mutualisation des risques ou segmentation. Donc je laisserai chacun de se positionner sur le sujet. Il y a un sujet d'adaptation des éthiques par rapport aux évolutions réglementaires en lien avec les climatiques. On a un sujet de provisionnement parce que forcément l'historique, le passé ne reflète plus le futur compte tenu du renforcement. Donc la question des méthodes de provisionnement se pose en fait. Des sujets de prévention et nous et beaucoup d'acteurs sur le marché, pour ne pas les citer, Covea avec le livre blanc, Generali et tant d'autres en fait, et nous, bon, on travaille tous en fait sur les plans de prévention en fait. Donc besoin de mettre en place des plans de prévention envers les assurés, besoin de maîtrise de risque, ça sous-entend travailler sur la géolocalisation des risques, comprendre, à défaut de segmenter, comprendre ce qu'on prend comme risque en fait. En termes de gestion, il y a beaucoup de tensions aussi parce que à la fois sur la sécheresse, même si on parle d'un risque long et lent qui arrive progressivement, mais par contre, les arrêtés CatNat arrivent d'un seul coup. Quand il y a un arrêté CatNat, c'est tout de suite, en fait, il faut réagir. Du coup, les experts et autres sont tous sollicités par l'ensemble des acteurs, en fait. Donc, une incapacité ou une difficulté, en tout cas, de faire face, en fait, à ces phénomènes. Je ne parle pas des climatiques type inondation, là aussi, c'est instantané, en fait. En interne chez nous, c'est une charge aussi, c'est des pics d'activité pour les équipes de gestion. Pour les équipes de gestion.
sans parler des coûts, parce que pour ceux qui le savent, l'année dernière, du coup, il y a eu des experts non disponibles, donc surenchérissement sur les coûts pour dire le bâchage, normalement je le fais à 500 €, je ne suis pas disponible. Disons que la rareté fait que les prix augmentent en fait envers ces experts. On a le sujet de la réassurance. Là aussi, la question se pose sur le plan réassurance. Il y a eu beaucoup de difficultés de placement en fait en 2023 pour deux raisons. Les climatiques de juin et la sécheresse. Donc, pour les assureurs qui sont là, il y a beaucoup de sous-jacentes à sécheresse qui étaient assurées dans le privé qui n'ont pas été reconduites en fait en 2023. Donc aujourd'hui, la réassurance privée ne veut plus du tout de la sécheresse. Donc c'est parfois même pas une question de prix, c'est une question d'offre en fait. Il n'y a pas d'offre en fait privée sur le il manque d'offres en fait sur la réassurance. Donc les réassureurs aujourd'hui n'ont pas trop d'appétit sur ce risque. Sur les autres risques, globalement, ça a été quand même aussi un doublement en fait des priorités de la réassurance, donc une nette augmentation du reste à charge pour les assureurs. Donc nous, assureurs, du coup, aujourd'hui, on se retrouve à la fois avec une sinistralité qui augmente, des évolutions réglementaires sur lesquelles il faut faire face à la fois sur le plan éthique, souscription, et une protection moindre en fait sur le marché en termes de réassurance. Donc difficile, d'où le sujet, on travaille beaucoup aujourd'hui sur le plan de la prévention. Donc j'ai prévu un dernier slide en fait sur en tout cas ce qu'on fait ou ce qu'on envisage de faire à la Banque Postale, parce que tout n'est pas encore mis en place. Sur le plan de la prévention, aujourd'hui on envoie beaucoup de messages en fait à nos assurés pour les sensibiliser sur les bons gestes à prendre en fait en cas d'événement climatique par péril. Donc on cible des périodes bien spécifiques dans l'année au moment des cévenols pour les inondations et tout ça. Et la sécheresse, c'est une petite difficulté parce qu'il n'y a pas un bon temps pour faire un message. Néanmoins, on communique en fait sur la sécheresse, sur les bons gestes pour anticiper ou voir post-événement qu'est-ce qu'il faut faire en fait pour limiter les dégradations. C'est ce qu'ils appellent les mesures horizontales en fait. Déjà, couper les arbres autour de la maison, éviter la concentration de l'eau autour des maisons, ce type de gestes qu'on fait. Et le deuxième volet sur lequel on travaille, c'est la maîtrise en fait des expositions. C'est la maîtrise des expositions aux risques climatiques. Là-dessus, du coup, on est à la fois sur une communication interne en fait à notre réseau, et aussi on a commencé à travailler avec une société à la fois sur la communication avant événement, et on cherche aussi à mieux maîtriser nos zones d'exposition. Je ne parle pas encore de segmenter, mais en tout cas mieux maîtriser nos zones d'exposition. C'est dans ce cadre, en fait, on a échangé beaucoup avec WTW et d'autres sociétés sur des approches qu'on pourrait mettre en place, en fait, à la Banque Postale pour mieux maîtriser, en fait, nos expositions. Donc, voilà à peu près ce que je voulais vous partager. Je ne sais pas si on attend la fin, question. Non. Question tout de suite. Bonjour à tout le monde. Merci à Willis Towers Watson de m'avoir convié à venir ici et présenter avec eux, participer à cette table ronde. Donc moi, c'est Gilles-André, je représente la société Risk WeatherTech. On est une petite structure spécialisée dans la modélisation des risques naturels et la modélisation des risques climatiques. Évidemment, à ce sujet-là, on travaille beaucoup avec le secteur de l'assurance, de la réassurance, mais pas que. On travaille aussi avec le secteur des transports, la SNCF, les réseaux routiers, les secteurs aéroportuaires, et plus généralement, tous les secteurs on accompagne la Banque mondiale sur des projets d'adaptation au changement climatique dans les pays en voie de développement.
Donc voilà pour faire la petite présentation. Alors moi je vais vous parler un petit peu du changement climatique et de son impact sur la modélisation des risques naturels, et évidemment avec un focus très particulier sur la partie assurantielle. Alors, il y a eu un certain nombre d'études qui ont été faites sur ce sujet-là, des études qui provenaient de la CCR, des études qui provenaient de France Assureurs, et puis des études qui provenaient d'un grand groupement mutualiste, Covea, avec lequel nous avons travaillé sur ce sujet-là. Donc je vais présenter rapidement toutes ces études. Il faut savoir que nous, on est intervenu en Risk WeatherTech sur une étude avec la Caisse centrale de réassurance sur la partie des DOM-TOM et la partie cyclonique. Alors sur la partie, sur l'étude de la CCR, son approche, elle est basée sur l'utilisation d'un modèle de simulation climatique, qui est celui de Météo France, le modèle du CNRM. Ils ont demandé à Météo France, en fait, de faire des simulations, de perturber leur modèle de simulation climatique 200 fois à un horizon futur et 200 fois à un horizon dit présent. Donc, en fait, on a un certain nombre on réplique 200 fois une même année, mais en perturbant le modèle, ce qui permet d'avoir, en fait, différentes visions, les visions les plus extrêmes sur le modèle. Donc, c'est comme ça qu'ils ont fait. Et ensuite, ils ont utilisé les sorties de ces modèles-là, ce modèle perturbé, pour aller forcer leur propre modèle physique d'exposition, qui sont des modèles de subsidence, d'inondation et submersion marine. Et puis aussi le modèle cyclone, sur lequel nous avons participé. Donc le périmètre, c'était la métropole, les DOM et les périls qui ont été modélisés. C'était l'inondation par ruissellement et débordement séparément, parce qu'il faut les envisager toujours séparément, ces modèles-là, la submersion marine, la sécheresse et les cyclones. France Assureurs, eux, ils ont utilisé 2 modèles de simulation climatique pour construire un indicateur météorologique, c'est-à-dire que c'est totalement différent de ce qu'a fait la CCR. Ils ont pris le modèle du CNRM et le modèle de l'IPSL, qui sont les 2 modèles de climat qu'on a sur le marché français. Et à partir de ces modèles-là, ils ont construit des indicateurs climatiques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas forcé des modèles physiques avec les sorties de ces modèles climatiques. Donc c'est totalement différent comme méthode, c'est-à-dire qu'on va étudier la sécheresse à partir, par exemple, d'un indice type le SPI, qui est l'indice de pluviométrie que l'on calcule sur 3-4 mois, mais qui ne donne pas qui n'est pas réellement corrélé avec une sécheresse des sols. Donc voilà comment ils ont travaillé. Les périmètres, c'était l'inondation, la sécheresse, la submersion marine et la tempête. L'inondation, toutes causes confondues. Sur la partie DOM-TOM, l'approche a été un petit peu différente. On a, là pour le coup, utilisé plus de modèles possibles de simulation climatique qu'on peut avoir sur ces modèles-là, sur ces territoires, pour aller forcer des modèles physiques du risque naturel. Donc on a évidemment... des choses sur lesquelles... Non, excusez-moi. J'allais trop vite. Sur la partie, donc Covea maintenant, sur la partie livre blanc, là, on a utilisé plusieurs modèles de simulation climatique, pas uniquement un ni deux comme ça a été fait pour la CCR ou avec France Assureurs. Et on a, à travers on a retenu à peu près 10 à 12 modèles suivant les périls et suivant les territoires. Et on a utilisé ces modèles-là pour forcer des modèles physiques d'exposition. Donc sur les périls qui étaient l'inondation par ruissellement et par débordement séparément, la sécheresse, la grêle et la tempête, avec évidemment un focus uniquement sur la métropole. Et de cette étude-là, que nous avons menée en collaboration avec les équipes du pôle risque majeur de Covea, voilà les résultats qui en sont sortis. C'est que sur le risque inondation, il faut s'attendre à une augmentation d'à peu près 50% en termes de fréquence et d'intensité du risque inondation, qui se traduirait par à peu près 110% de l'augmentation de la sinistralité. Sur les tempêtes, il n'est pas attendu, et là il y a un consensus scientifique là-dessus, il n'est pas attendu d'augmentation du risque tempête avec le changement climatique, en tout cas sur la métropole. Si on se positionne plus au nord en Europe, il y aura peut-être des changements attendus, mais au niveau de la métropole, il n'est pas attendu d'augmentation du risque tempête, que ce soit de l'intensité, de la fréquence et même des phénomènes de clustering. Il n'y a pas de consensus scientifique là-dessus. Aucune étude du GIEC ne permet de conclure sur une tendance ou une autre. Donc dans ces cas-là, un scientifique se doit de ne pas se prononcer s'il n'y a pas de consensus. Donc c'est pour ça que sur la tempête, on nous dit qu'il n'y aura pas de changement pour le moment. En tout cas, on ne peut pas se prononcer, on ne s'y attend pas. Sur la sécheresse, nous, nos estimations, on estime qu'il y aura à peu près plus de 70% d'augmentation en fréquence des phénomènes de retrait-gonflement des argiles. Donc là, on parle du phénomène. Alors, on se positionne à l'horizon 2050, j'ai oublié de le dire. Ce qui se traduirait par une estimation de plus de 60% environ de la sinistralité selon les critères de reconnaissance actuels qui sont les critères de 2018. Si les critères évoluent, évidemment, ça changera vraisemblablement la donne. Quant à la grêle, je précise que cette étude a été menée avant 2022.
mais ça ne change pas grand-chose. Ça va changer, ça ne change pas l'augmentation en intensité et en fréquence des orages de grêle, plus 40% attendu. Ça ne va pas bouger. Par contre, ce qui risque de changer, c'est l'augmentation en termes de sinistralité, parce qu'on a vu avec 2022 une augmentation, une dérive de la sinistralité sur les coûts moyens en grêle par rapport aux années comparables qui étaient Ella en 2014 et puis qui était Félix en 2009. Donc on a vu là vraiment une dérive des coûts. Et donc on se dit qu'aujourd'hui c'est peut-être 40% en intensité et en fréquence de sinistres, d'événements, mais ça c'est au moins 40% aussi en montant de sinistres. Et enfin, oui, bah là c'était. Mais non, pourquoi c'est revenu? Non, excuse-moi. Hop là. Donc pour synthétiser sur les grandes études qui existent sur le marché aujourd'hui dans ce domaine-là, CCR, France Assureur, Covea en partenariat avec nous, et puis on a rajouté RMS évidemment, parce que RMS fait aussi ses propres études, tout le monde je pense connaît RMS. Donc vous voyez que sur les inondations, les fourchettes sont assez larges, hein. On peut aller de 24% si on prend la CCR à 130% si on prend notre étude. Selon qu'on se positionne en débordement, en ruissellement. Si on prend le débordement, on est à 24%, 110% et 100% d'augmentation pour RMS. Le ruissellement, c'est entre 50 et 130%. Si on prend la tempête, que ce soit France Assureur comme Covea, et nous, on montre qu'il n'y a pas d'augmentation attendue liée uniquement au changement climatique. Hein. On ne tient pas compte de l'inflation ni de quoi que ce soit d'autre là. Si on regarde la sécheresse, ça allait de 23%. Alors, je pense que ces chiffres ont été réactualisés récemment par la CCR, à 124% pour France Assureur et 60% pour nous. Et sur la grêle, on était les seuls à avoir mené cette étude-là à l'époque. Personne n'avait s'était penché sur ce péril. Donc, c'était 20% qu'on pourrait requalifier à peu près à 40%. Donc, les conséquences, elles ont déjà été plus ou moins évoquées par Alassane. Évidemment, c'est une augmentation de la sinistralité comprise, hein, entre 30 et 60%, hors inflation et redistribution spatiale des richesses. Une reprise durable de l'inflation selon les différentes projections économiques, on va rajouter ça. Hein. Mais là, on le voit bien aujourd'hui, il n'est pas attendu d'arrêt de l'inflation, surtout pas sur les coûts pas tout ce qui concerne le bâtiment, hein, les coûts tout ce qui est de la construction, parce qu'on a quand même deux gros pays qui vont tirer énormément les coûts de production des matériaux de construction, c'est-à-dire les États-Unis et la Chine, qui ont lancé quand même des très gros programmes là, de reconstruction et de réindustrialisation. Donc ça va forcément peser sur la demande mondiale. Il y a des engagements des réassureurs, mais ça, je ne vous l'apprends pas, vous l'avez tous subi cette année, avec un renouvellement qui était un petit peu tendu pour tout le monde, avec des sous-jacentes qui n'existent plus ou qui ont été complètement déplumées, des priorités qui ont été relevées, des portées qui ont été diminuées et des tarifs multipliés par 2. Et derrière, un encadrement tarifaire, puisque Bercy demande, dans le cadre de la lutte contre l'inflation, aux compagnies d'assurance de délimiter un petit peu les augmentations tarifaires. Bon, on fait comment avec tout ça? Parce qu'on a une dérive de la sinistralité qui est attendue et sur laquelle on n'a pas moyen d'agir. Hein. Le dérèglement climatique est là, les conséquences, on les connaît. Et même si aujourd'hui on faisait tous les efforts au niveau mondial pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, de toute façon, il faudra attendre 30 à 40 ans avant qu'on en voit les répercussions. Donc, une des pistes, c'est bien d'optimiser la souscription pour une meilleure mutualisation, d'où l'intérêt des zoniers. Alors, je vais laisser la place maintenant à nos amis de Willis Towers Watson. Alors, bonjour à tous. Merci Gilles pour cette intervention. Donc, en effet, moi aujourd'hui, je vais me charger, à travers un cas d'usage, de tenter d'expliquer comment intégrer la problématique CatNat au sein d'un processus de tarification. Donc, pour ce faire, dans un premier temps, on va revoir un bon environnement de tarification selon notre vision à nous. Donc, la première chose, c'est de se rappeler que la tarification ne va pas se limiter à la simple élaboration de la prime commerciale. C'est un processus qui contient plein d'autres éléments essentiels, comme premièrement la prime technique pour analyser la rentabilité, le comportement de l'assuré pour anticiper les variations de volume, les outils d'aide à la décision, les données ou encore les contraintes réglementaires.
Et donc, en fait, c'est tous ces éléments-là qui vont nous permettre d'entrer dans un cercle de tarification dans lequel, dès la souscription, je vais avoir la possibilité de monitorer mon portefeuille, avoir la vision sur ce qui y rentre et faire du scénario testing pour justement décider de la composition de ce dernier. Donc, avec ce schéma-là, on est face à une gestion active du portefeuille et non pas face à de la simple visualisation de données ou à du reporting. Donc nous, chez WTW, on a pour habitude de schématiser tout ce processus à l'aide d'une pyramide. Donc dans cette pyramide, à la base, on y retrouve les fondations. Donc les fondations, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement vous, vos équipes, votre boîte, la compagnie en général, la stratégie et les contraintes que vous avez. Donc en fonction de tout ça, il est sûr que les décisions que vous allez prendre et le pilotage du risque seront spécifiques. Après ça, vient une couche d'analyse. Donc là, c'est la couche qui va englober tous les modèles de risque, donc type fréquence, coût moyen via des GLM, des GBM, la conception de modèles comportementaux, donc type propension, rétention, ou encore du lissage spatial via la construction de zoniers. Ensuite, une couche de décision, donc qui, comme son nom l'indique, va me permettre de prendre les meilleures décisions au regard des analyses précédentes, donc tout en s'inscrivant dans la culture de l'entreprise et en respectant bien les contraintes présentes dans les fondations. Et enfin, une couche de déploiement qui, là, va nous permettre de déployer le tarif tout simplement à travers le réseau, donc que ça soit via les agents ou directement en direct. Donc, dans le cas pratique d'aujourd'hui, on va voir comment suivre ce processus en intégrant à la couche des fondations les données climatiques de Risk WeatherTech et en se passant dans le cadre réglementaire CatNat. Donc, pour le cadre réglementaire, on peut faire un rapide rappel. Donc, la garantie CatNat, elle concerne notamment les risques inondation et sécheresse. Elle concerne donc les contrats dommages aux biens type MRH Pro, ainsi que les contrats automobiles. Donc la surprime de la garantie, elle est calculée comme étant 12% des primes dommages et 6% des primes vol incendie dans le cas des contrats automobiles. Donc, l'idée de la démonstration aujourd'hui, ça va être de voir comment l'ajout de données climatiques va permettre d'améliorer la vision que l'on a du risque CatNat actuellement, pour mieux piloter le tarif, et ce, malgré la contrainte réglementaire que l'on a actuellement sur la prime commerciale. Donc, l'objectif, ça va être de venir affiner le pourcentage selon la zone géographique de l'assuré, donc dans notre cas qui est de 12%, et de discriminer au mieux la zone géographique en fonction de l'information apportée par la donnée externe. Donc, si on rentre dans le cadre de la démonstration maintenant, donc comme on l'a dit tout au début, on va s'intéresser au risque sécheresse appliqué à un portefeuille MRH. Donc, ce qu'on peut faire dans un premier temps, c'est comparer les deux visions que l'on a du risque. Donc, quand je parlerai de risque CatNat, ça sera le risque sécheresse. Donc, si on compare dans un premier temps la vision que l'on a du risque CatNat selon la vision réglementaire et avec les données externes provenant de Risk WeatherTech. Donc, ce qu'on constate dans un premier temps, donc si on regarde les cartes du bas, les trois cartes du bas, c'est qu'on fait une approximation du risque CatNat qui est assez mauvaise, entre guillemets, puisque le chargement que j'applique à ma prime pure dommage, ça va être le même sur n'importe laquelle de mes communes en France, 12% en l'occurrence. Donc nous, on souhaite venir améliorer cela et avoir une meilleure vision de ce risque CatNat. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va utiliser la donnée externe, donc les données climatiques, et calculer la prime pure CatNat comme étant un produit entre l'exposition au risque et un score CatNat. Donc, une fois que j'ai obtenu mes deux primes pures, donc avec ma vision réglementaire et ma vision risk weather, donc avec les données climatiques, ce que je souhaite faire maintenant, c'est comparer ces deux visions. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire à l'œil nu comme ça. Donc, ce qu'on vient faire, c'est simplement calculer un ratio des deux primes pures que j'ai à l'écran. Et donc, ça me donne ma carte des résidus qui est tout à droite. Donc, cette carte, qu'est-ce qu'elle va représenter concrètement ? C'est exactement l'erreur que je commets lorsque j'attribue la prime réglementaire à un assuré selon sa zone. Donc, en d'autres termes, ce qu'on a ici, c'est un loss ratio CatNat attendu. Donc, en effet, avant, vu qu'on n'avait pas la possibilité d'exploiter la donnée climatique,
on n'avait pas cette notion de loss ratio, puisqu'on ne savait pas estimer la prime technique. Maintenant, avec ces données-là, j'en ai la possibilité. Je peux estimer ma sinistralité, la comparer à la prime commerciale, et donc en espérer une certaine rentabilité. Donc après ça, l'idée, ça va être de se dire comment je vais exploiter ces résidus-là, comment je vais essayer de rattraper l'erreur que je suis en train de commettre et de rattraper cette partie CatNat au final qui est sous-tarifée. Donc l'idée, c'est de venir injecter ces résidus-là dans le zonier dommage pour rattraper la partie CatNat qu'on manque ici. Donc c'est ce qu'on voit à l'écran ici. Donc là, ce qui est affiché, c'est la prime pure attendue dans 2 cas, donc vue sur mon zonier dommage. Donc en axe des abscisses, j'ai les différentes zones de mon zonier. Et en axe des ordonnées, j'ai ma prime pure attendue. Donc la courbe rouge, elle va correspondre à la prime pure attendue dommage CatNat sans données climatiques. Et en bleu, donc j'ai la prime pure attendue dommage CatNat avec les données climatiques. Donc premier constat qu'on peut se faire, c'est que là, sur notre échantillon fictif, avec cet exemple-là, on constate que sans les données, c'est-à-dire en suivant la réglementation, on sous-estime le risque CatNat sur n'importe quelle zone, d'où l'écart entre les deux visions, l'écart entre ma courbe rouge et ma courbe bleue. Donc, deuxième constat qu'on se fait, c'est que, toujours dans ce cas d'application, dans cet exemple-là, c'est qu'on a une déformation au niveau de la prime pure attendue dommage CatNat avec données externes. Donc, en effet, même si au global, on observe une tendance croissante qui suit celle de ma prime pure attendue dommage CatNat sans données, je perds la monotonie de ma courbe bleue à certains moments de mon zonier, sur certaines zones. Donc là, l'idée, ça va être de venir modifier le zonier dommage CatNat de manière à corriger l'erreur induite par la partie CatNat sous-tarifée. Donc pour ce faire, on a construit un rapport pour tester plusieurs scénarios et voir comment ces scénarios impactent mon portefeuille et mesurer directement ces impacts. Donc là, c'est à ce moment que je rentre dans mon environnement de scénario testing. Donc ce qu'on voit à l'écran, c'est exactement les 2 courbes que j'avais précédemment, sauf que cette fois-ci, j'ai mes coefficients tarifaires en axe des ordonnées. Et la petite nuance, c'est qu'on a une 3e courbe qui vient s'ajouter ici, si vous voyez bien, donc la courbe violette zonier modifié qui vient se superposer à mon zonier dommage initial. Donc c'est cette courbe-là qui va me permettre de venir faire du scénario testing, de tester différents scénarios sur les coefficients tarifaires du zonier DOM, et de voir comment cela influence un certain KPI en question. Donc là, pour l'exemple, on a choisi le combine ratio qui s'affiche tout à droite. Donc pour le moment, logiquement, le combine ratio de ma vision current et proposed est égal, parce que je n'ai pas encore fait de modification. Mais voilà, on va voir comment cette première métrique d'évaluation en fait, va être impactée dès que je vais faire des mouvements sur les coefficients tarifaires. Alors, première approche, on va dire une approche plutôt naïve, c'est qu'en amont, ce que j'ai constaté juste avant, c'est qu'il me manquait environ 5% sur mes coefficients tarifaires pour m'approcher au mieux de la vision technique. Car oui, pardon, je ne l'ai pas précisé à la slide précédente, mais là, du coup, le but ici, c'est de s'approcher au maximum du zonier technique dommage CatNat qu'on a pu construire grâce aux résidus CatNat qu'on a obtenus au début du cas pratique. Et donc, ça va être de bouger les coefficients pour s'approcher de cette vision-là. Donc là, ce qu'on fait, comme je le disais intuitivement, c'est d'augmenter tous les coefficients de 5%. Donc en faisant ceci, je suis super contente parce que je vois que mon ratio combiné est vachement amélioré. Sauf qu'il va être impératif ici de ne pas se limiter à ce simple constat et d'aller voir ce qui se passe plus en profondeur dans mon portefeuille. Donc je m'explique, notamment en termes de variation de prime et de volumétrie. Donc là, ce qu'on a regardé, c'est comment le fait d'avoir modifié au final tous les coefficients de chacune de mes zones, donc de les avoir augmentés de 5%, va venir influencer la prime de mon portefeuille au global. Donc là, c'est le graphe qui se trouve à gauche de l'écran, mais aussi segment par segment. C'est-à-dire que je peux aussi visualiser comment la prime va évoluer selon une certaine variable tarifaire
en particulier. Donc là, on est sur le graphe de droite. Donc déjà, si je regarde le graphe de gauche, donc sur mon portefeuille au global, je constate que toutes mes primes, logiquement, vont être impactées et que les augmentations peuvent aller jusqu'à 100%, donc ce qui n'est vraiment pas négligeable. Cette fois-ci, quand je me concentre sur une variable tarifaire en particulier, donc à droite de l'écran, ici on a choisi de représenter par exemple le nombre de pièces, ce que je remarque c'est que peu importe le nombre de pièces dont je dispose, ma prime va être augmentée d'environ 10%, dans n'importe quel cas. Donc tout ça, qu'est-ce que ça entraîne tout naturellement? C'est une dégradation de mon taux de rétention, peu importe la zone sur laquelle je me trouve. Donc même si ici on est dans un scénario où on pensait que la rentabilité allait être améliorée au vu du combine ratio, en fait on s'attend à perdre pas mal de volume dans le portefeuille. Donc on ne peut pas conclure directement que le chiffre d'affaires sera amélioré. Donc ce qu'on fait, c'est tester un deuxième scénario. Donc là, on est dans un environnement de scénario testing, on peut venir tester plein de choses, bien sûr. Là, c'est vraiment pour montrer des exemples et voir comment ça impacte mon portefeuille pour prendre les meilleures décisions. Donc là, par exemple, ce que j'ai décidé de faire, c'est de venir me concentrer sur des zones précises, notamment en prenant en compte la notion de volume. Donc là, je vais regarder où j'ai le plus de volume sur mon portefeuille, vu que si la partie CatNat est trop sous-tarifée sur ces zones-là, ça va fortement impacter mon portefeuille. Donc je regarde ces zones, j'ajuste les coefficients tarifaires, et je vois quand même que j'arrive quand même comme ça à améliorer mon combine ratio. Ce qu'on remarque aussi, c'est que j'avais pas mal de zones où j'avais un volume assez conséquent, mais j'ai décidé de ne pas toucher à ces zones-là. Donc encore une fois, c'est au choix de l'actuaire, bien sûr, de tester plein de choses et de voir ce que ça donne. Tout simplement parce qu'ici, déjà, je remarque que le risque CatNat, là, on est plutôt proche déjà. Les coefficients tarifaires initiaux sont déjà assez proches de la vision du risque qu'on a réellement. Donc je décide de ne pas les toucher, mais bien évidemment, on peut faire plein de tests, bouger ces coefficients-là et voir aussi comment le combine ratio sera amélioré ou non. Et donc, même exercice, je vais voir encore une fois ce qui se passe plus en profondeur dans mon portefeuille. Donc là, on se retrouve dans un scénario qui est beaucoup plus rassurant que le précédent, dans le sens où je remarque que, bien évidemment, la majorité de mes primes ici ne vont pas être impactées, de mes polices, puisque j'ai seulement modifié les coefficients tarifaires de zones précises. Et que celles qui sont impactées, on est face à des augmentations qui sont beaucoup moins importantes que ce qu'on avait précédemment. On va être au maximum sur de l'augmentation de 30%, sachant qu'on a un volume extrêmement faible sur les augmentations, pouvant aller jusqu'à 50-60%. J'ai repris la même variable tarifaire que tout à l'heure pour comparer comment a augmenté cette fois-ci la prime sur cette variable tarifaire en question. Et donc là, en moyenne, je constate que je suis à plus 1,5% sur la prime, et on n'est plus sur les 10% qu'on a vu précédemment. Donc là, mon taux de rétention, bien sûr, il va être légèrement dégradé sur les zones que j'ai modifiées, mais seulement sur ces zones-là. Donc je m'attends vraiment à avoir un meilleur volume que dans le scénario 1, et donc avoir une meilleure rentabilité. Donc, on voit là vraiment l'importance de faire ce genre d'études. Donc là, typiquement, ce qu'on fait, ça permet d'ajuster le tarif pour s'approcher au mieux de la vision technique. Et l'avantage ici, avec ce genre d'environnement de scénario testing, c'est qu'on sait directement à quel degré on peut se permettre d'effectuer des modifications sur une zone précise, ou pas d'ailleurs. Donc, je m'explique. Même si, par exemple, ici, on voit que le zonier, je pense que je l'ai dit tout à l'heure, que le zonier initial semble en accord avec le zonier technique. Donc, par exemple, c'est le cas pour les zones 2 et 42, où là, je n'ai pas vraiment besoin de faire de manipulation au niveau des coefficients tarifaires. On a d'autres zones qui vont nous obliger à être plus prudents quant aux règles de souscription, étant donné que l'impact du risque CatNat est bien supérieur à la prime commerciale. C'est le cas, par exemple, des zones 10 et 22. Donc, toujours, bien sûr, tout en prenant en compte la notion de volume, idéalement, dans les scénarios qu'on va tester. Donc voilà, on voit vraiment l'importance d'avoir un environnement de scénario testing complet, robuste, qui va vraiment prendre en compte et mesurer tous les impacts de l'utilisation des données climatiques, et ce qui va me permettre de bien piloter mon risque et de m'inscrire dans la politique de l'entreprise.
Donc, en conclusion, ce qu'on a vu à travers ce cas d'usage, c'est que l'ajout des données externes, donc des données climatiques, nous a vraiment permis d'avoir une meilleure vision du risque CatNat, que la contrainte réglementaire, elle, a imposé de piloter la dérive du risque à travers la prime dommage et la modification du zonier. Et enfin, que l'environnement de scénario testing qu'on a créé et qu'on vient de voir a permis de mesurer les impacts qu'implique le rééquilibrage technique et de prendre les meilleures décisions pour s'assurer d'être en phase avec la stratégie de mon entreprise. Et pour conclure, on va parler très rapidement de changement climatique. Donc là, dans cet atelier, on a vu un exemple de la vision immédiate que l'on peut obtenir du risque CatNat, donc à l'instant T. Mais on sait qu'on est dans un contexte qui va nous obliger à prendre en compte le changement et tout autre événement climatique hors CatNat, donc type tempête grêle-neige par exemple, possible de se produire dans un futur plus ou moins proche. Et donc, grâce à l'exploitation de données externes, donc de données climatiques, comme on a fait ici, on va avoir la possibilité de projeter nos modèles dans le temps avec des données qui vont intégrer ce changement climatique. Donc là, c'est ce qu'on voit à l'écran, par exemple. On a projeté sur différentes décennies la probabilité d'être reconnu CatNat selon la commune sur laquelle je me trouve à différents horizons. Petit bug d'affichage sur le dernier graphique, vous l'aurez noté. Est-ce que vous avez des questions ? Il y a les micros pour les gens qui sont à distance. Oui, bonjour, merci pour la présentation. J'avais juste une question sur quand vous faites du scénario testing, donc vous considérez qu'en augmentant trop les prix, vous avez moins de rotation dans le portefeuille. Vous calibrez ça comment ? Et quel est le degré de certitude de cette information-là ? Alors ça, c'est effectivement un enjeu majeur dans les études de tarification. C'est le lien entre la vision technique et la prime commerciale. Donc ça demande une étude spécifique sur la rétention et la conversion. Donc ça demande pour la Banque Postale l'a fait aussi, vous pourrez peut-être en parler. Mais donc ça demande une base, par exemple, de devis pour les taux de conversion. Et puis de faire une étude sur les renouvellements avec des tests sur les prix, voir qui résilie dans quel cas. Donc faire des modèles, par exemple, de GBM, rétention, conversion. Et après, accorder une crédibilité à ces modèles. Commencer avec quelque chose peut-être d'un peu trivial, mais en tout cas, ce qui est primordial, c'est au moins d'en avoir un, même s'il est perfectible, parce que toute modification de tarif commercial a un impact sur le volume. Donc sinon, c'est pas drôle. Voilà. Merci. Oui, excusez-moi, j'ai une question également. J'aimerais savoir si dans le zonier que vous avez fait, vous avez tenu compte, vous êtes rendu compte qu'il y avait une différence par rapport au type d'habitation. Par exemple, les maisons versus les immeubles. Est-ce que, je ne sais pas à quelle maille le zonier a été fait, mais est-ce que vous avez remarqué des impacts différents justement qui pourraient s'expliquer par le type d'habitation ? Et l'autre point que j'ai comme question, c'est plutôt, on va dire, ça s'éloigne un peu, c'est pas juste sur le périmètre MRH, mais je voulais savoir si vous avez constaté des impacts climatiques. Est-ce que vous êtes intéressé par hasard à la décennale ? Et est-ce qu'il y aurait des impacts climatiques que vous aurez identifiés ? Ça, c'est vraiment en plus, si jamais vous avez également étudié le sujet. Merci beaucoup. Bon, je réponds sur au moins la première partie, qui est la partie zonier. Donc, le zonier dont on a parlé là, c'est un zonier qui prend en compte la probabilité d'être reconnu CatNat selon les critères actuels, qui sont des critères hydro-géologiques. Donc, ça, c'est une première chose. Ça va vous dire, votre commune est éligible aujourd'hui à la reconnaissance CatNat, mais on sait très bien que, de façon historique, il y a une large portion du territoire en France qui est pourtant couvert par des argiles, et qui connaît des sécheresses et qui n'a jamais fait l'objet d'une demande de reconnaissance CatNat. Donc en fait, là, c'est la deuxième étape qui vient se rajouter au zonier. Il y a le zonier hydrométéorologique. Il y a une deuxième étape qui est celle de pourquoi, quand on est en situation de sécheresse, on ne fait pas la demande, ou pourquoi on la fait. Et donc là, en effet,
Il y a des choses qui vont rentrer en ligne de compte, comme la structure des bâtiments. Alors évidemment, entre maison et immeuble, un immeuble, c'est rarement affecté par les phénomènes de retrait-gonflement des argiles, parce que ça pèse un certain poids, et donc avec des fondations suffisamment costaudes pour ne pas avoir à bouger quand le sol bouge. Par contre, les maisons de plein pied qui ont été construites à partir de 1980, elles ont une fâcheuse tendance à bouger quand il y a un ver de terre qui se balade en dessous. Je caricature, mais c'est un peu le cas. Donc en fait, voilà, il y a des choses comme ça qu'on a pu observer à travers la sinistralité. C'est l'âge du bâtiment, la hauteur du bâtiment, la structure aussi même du bâtiment, sa géométrie. Ce sont des choses qui viennent se rajouter dans le zonier pour ensuite, une fois qu'on a décidé, on sait qu'une commune est éligible, est-ce qu'elle va faire demander la reconnaissance, et une fois qu'elle a demandé la reconnaissance, quelle va être la fréquence de sinistre qu'il va y avoir derrière. Donc c'est un modèle qui s'imbrique. En fait, un zonier, c'est plusieurs briques qui s'ajoutent les unes après les autres. Sur la décennale, peut-être Alassane, tu as une vision là-dessus ? Non. Alors, pour la décennale, je crois que suite à la sécheresse de 2003, il y a une partie des dommages liés au retrait-gonflement des argiles qui rentrent en ligne de compte dans la décennale. C'est-à-dire que maintenant, si vous êtes encore sous garantie décennale pour votre maison et qu'il y a des dommages qui apparaissent, c'est pris en charge par la décennale. Donc on peut penser que le changement climatique, s'il y a une accélération des phénomènes de sécheresse et des phénomènes de retrait-gonflement des argiles, ça pourrait potentiellement créer un petit peu de sursinistralité sur la décennale. Merci beaucoup. Bonjour. En fait, j'ai deux questions qui s'inscrivent un peu dans le prolongement de ce que vous nous avez décrit. La première, c'est, là on l'appréhende sous l'angle d'un péril. Donc si on devait commencer à se poser la question de l'ajustement, du maillage de l'ajustement dans une logique multipéril, bon, j'aimerais avoir votre feedback sur les compromis peut-être à faire compte tenu de la complexité induite d'être en multipéril pour ces ajustements. Et puis le deuxième point, c'est finalement, là on est sur l'ajustement du tarif. Alors, ce matin, on a dit que c'était quand même mieux de jouer le jeu, d'assurer les gens, mais il y a aussi la question peut-être d'en arriver à se dire, bah là, je vais assurer, là, je ne vais pas assurer. Voilà, donc voilà un peu mes deux questions qui sont liées. Est-ce que l'assureur à mission veut répondre J'ai botté en tous à la première question parce que je suis sur des risques particuliers. En gros, on n'assure que des maisons habitées, donc des risques particuliers. C'est pour ça que la partie décennale, on n'est pas du tout en fait sur ce type de risque en fait. Après, je suis désolé, j'ai pas bien compris la question. Si vous pouvez me la refaire. Pas de souci. Non, ce que je disais, c'est que là, on a vu une étude de cas en se disant on va se pencher sur l'enjeu de la sécheresse, oui. Et que donc dans le cas de catastrophes naturelles, on dit voilà, il y a une surprime, un coefficient multiplicateur qui est insensible à la zone en quelque sorte. Donc là, on a donné l'exemple de la sécheresse. Si en fait on dit c'est sécheresse, mais c'est pas que sécheresse, c'est les autres périls, d'accord, des catnates notamment. Dans quelle mesure ça pose la question de compromis de l'approche ici, et en particulier quand on en vient peut-être à la question de se dire j'y vais pas, au-delà de j'ajuste le tarif. Elle est un peu épineuse en fait. Je vais essayer de répondre et prendre peut-être une position parce qu'aujourd'hui, sur le marché, il y a des écoles en fait sur le sujet. C'est que les assureurs en gros qui militent pour une mutualisation des risques pour ne pas exclure et les assureurs qui souhaitent une segmentation en fait des risques. Ça sous-entend du coup des jauniers bien précis en fait pour plusieurs périls. Donc là on a parlé il y a le sujet de la sécheresse, il y a des zones qui sont assujetties aussi aux inondations. Donc c'est un peu épineux en fait, mais d'un point de vue personnel en fait, je pense qu'il faut connaître où est-ce qu'on est exposé
Ça passe par une étude en fait de zonier. Restera, chacun arbitrera sur ce qu'il souhaite mettre en place en fait, segmentation ou pas, en ayant une visibilité sur son exposition. En fait, c'est mon point de vue sur le sujet. Après, en termes de tarification, la difficulté de la catastrophe naturelle, je pense que Myriam l'a évoqué. Le tarif est un peu normé en fait. C'est un certain pourcentage, c'est 12% des garanties dommages en émirage, c'est 6% en auto. Donc il faut savoir doser en fait, bien segmenter ces garanties dommages en espérant que les coefficients appliqués viennent derrière aider à la segmentation. Donc après c'est la mutualisation, je laisse à chacun de choisir ce qu'elle souhaite faire. Et après, oui, effectivement, sans pour autant décider de ne pas souscrire sur telle ou telle zone, ça peut aussi mitiger les efforts marketing ou la chasse aux clients sur certaines zones. Alors, voilà, si le client vient, on l'assure parce que c'est notre politique. Par contre, on ne va pas forcément intensifier l'effort marketing. Et sur les autres périls, il y a l'inondation qu'il faut combiner avec la sécheresse, effectivement. Après, la grêle, elle sort du cadre CatNat. Donc, effectivement, il faut combiner toutes ces garanties pour, à la fin, avoir un tarif global, quoi. Merci beaucoup pour la présentation. J'avais une question au moment où vous avez mentionné le fait qu'en France, on n'a pas de consensus sur l'augmentation de la fréquence ou de la sévérité pour les tempêtes. Et où, typiquement, ça me semble... Bon, après, c'est peut-être ma conception du truc, mais ça me semble assez étrange, puisque dans les dernières années, on note en France une nette augmentation du nombre de supercellules qui donnent naissance à des tempêtes de grêle, à des risques d'inondation vis-à-vis de la pluie, et au fait qu'il y ait des dommages liés à du vent convectif similaire à celui d'ouragan. Donc ça me semble assez bizarre, le fait qu'on dise qu'il n'y ait pas d'augmentation en fréquence et en sévérité. Alors, vous me parlez de tempêtes liées au phénomène convectif extrême. Moi, je parlais des tempêtes de type océanique, donc les tempêtes de type Lothar-Martin, les tempêtes hivernales. Donc, quand on parle du risque tempête, de façon générale, on évoque les tempêtes hivernales qui traversent la France. On ne parle pas des tempêtes qui ne sont pas des tempêtes. Quand on parle de rafales convectives qui arrivent sous les cumulonimbus, c'est des choses très, très fortes, très, très isolées, mais ce ne sont pas des tempêtes. Et donc ça, c'est plutôt lié aux risques grêles. Et là, pour le coup, on a bien une augmentation. Quand les supercellules dont vous parlez, convectives, oui, c'est ça qui génère aujourd'hui de la grêle, qui a toujours généré de la grêle, et qui génère aussi des phénomènes de flash flood. Et ça, oui, on note en effet une très forte augmentation. Ok, donc c'est diffus dans le... C'est totalement... En fait, c'est pas la même chose. Il y a une différence, parce que je vous rejoins sur le fait que d'un point de vue assureur, quand on a connu ce qu'on a connu au mois de juin dernier, on a connu Enis en début d'année, la grêle de 2019, c'est difficile de dire que la grêle tout court, qu'elle n'est pas présente, en fait, elle est présente. Et en matière de réassurance, aujourd'hui, ce qui est dit, les modèles sous-estiment la grêle. Mais du coup, Gilles-André parlait d'un cas bien particulier, en fait. La grêle classique, elle est à la hausse, en fait. Et d'un point de vue réassurance, elle est considérée comme étant sous-modélisée, en fait, par les acteurs. Bon, on a un petit peu dépassé, mais vu qu'on était le dernier atelier, je pense que ce n'est pas très grave. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une bonne soirée. Merci.